nous allons parler d'un écrivain, journaliste, un grand ami de l'Algérie. Il s'agit de monsieur René Fagnoni qui signe son premier livre, justement à travers des souvenirs littéraires aussi avec beaucoup de photographies. Vous allez le découvrir à travers son livre Chronique des Aurès. C'est bonjour monsieur René Fagnoni. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Oui, le plaisir est partagé, merci. Alors vous connaissez l'Algérie, vous l'avez connue très tôt. Durant les années de Braise, voilà, oui. Durant les années de Braise. Vous y êtes revenu 40 ans après. C'est ça, oui. Vous êtes passé par Biskra, Timimoun. Effectivement, depuis, je suis revenu assez souvent en Algérie pour mon plus grand plaisir. Voilà. Et le plaisir est partagé puisque à chaque fois vous faites des amis ici en Algérie et ils partagent aussi vos souvenirs avec vous. Effectivement, oui. Alors on dit que vous êtes donc journaliste, ancien journaliste et secrétaire général du comité de groupe Soc Presse, Le Figaro. C'est ça, oui. Oui. Et là vous avez décidé de réunir tous vos souvenirs dans un ouvrage. Effectivement, ce livre vient de loin. C'est le rapprochement entre des photos que j'ai faites durant les années de Braise, 58-59, et des textes que j'ai écrits pour la presse algérienne au cours de ces dernières années. Et je me suis aperçu que entre ces photos faites il y a plus de 40 ans et les articles écrits dans la dernière période, mon attachement pour l'Algérie n'avait pas changé d'un iota. C'est un pays auquel je reste profondément attaché par de multiples souvenirs vécus en commun entre les Algériens et moi-même. Voilà. Alors des photos, vous avez pris plusieurs de ces photos dans les années 58, c'est ça? 58-59. Oui. Vous les avez réunies justement dans cet ouvrage et ça a été fait un petit peu d'une manière particulière. Oui, effectivement. Contexte déjà. Et effectivement, ce livre, je l'ai tissé comme un manteau fait d'images et de mots afin de nous couvrir quand il fera froid dans notre vie. Car je le veux comme un message d'espoir afin de témoigner de l'amitié indéfectible qui relie nos deux peuples, l'Algérie et la France. Alors vous avez été tout le temps, vous avez adhéré à un mouvement, c'est le parti Solidarité Socialiste Unifié. Oui, auquel je suis resté durant de nombreuses années jusqu'à sa disparition. Et je suis rentré dans ce parti précisément à mon retour du service militaire parce que c'est celui qui militait le plus activement contre la guerre d'Algérie et pour l'indépendance de l'Algérie. Vous y êtes resté 23 ans? 23 ans, c'est ça, oui. C'est le PSU qui a déclenché la première grande manifestation à Paris contre la guerre d'Algérie. C'était Place Clichy, je me souviens, le 1er novembre 61. Elle a été suivie de beaucoup d'autres manifestations qui ont effectivement hâté la fin de la guerre d'Algérie. Et je veux notamment citer la manifestation terrible du métro Charonne, où il y a eu 8 morts et plus d'une centaine de blessés, parmi les Français qui manifestaient contre la guerre d'Algérie, et dont on doit se souvenir encore aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été fait. Il y a une stèle qui a été dressée pour rendre hommage ici en Algérie à ces Français qui ont aidé les Algériens durant la guerre de libération. Oui. D'ailleurs, vous en parlez, vous êtes très touché d'en parler, toujours. Effectivement, il faut rappeler aussi le souvenir de ces Algériens d'origine européenne qui se sont engagés auprès des combattants algériens et qui sont aujourd'hui l'honneur de la France, car ils représentent l'esprit des philosophes du siècle des Lumières en se dressant avec un courage tout à fait extraordinaire contre le colonialisme et toutes ces injustices qu'il avait engendrées sur cette terre d'Algérie. Le fait justement d'avoir inscrit le nom d'une rue, le nom Maurice Audin aussi en France, à Paris, c'est aussi important. Oui, et il s'agit effectivement
de l'inauguration d'une place, et non pas d'une rue, située dans le cœur de la capitale, près de la Sorbonne, dans un haut lieu de Paris, qui a été inauguré par le maire de Paris en personne, Bertrand Delanoë, et ce qui témoigne de sa part d'un courage indéniable, parce qu'il fallait le faire. Et je pensais jamais que de mon vivant, je verrais un nom porter la place de Maurice Audin à Paris, mais ça a été fait. Tout à fait. Et c'est bien ainsi. Alors, heureusement aussi, ici en Algérie, la place Maurice Audin existe. Et aussi, ça rappelle beaucoup de souvenirs à toutes les personnes qui ont aussi participé à la guerre de libération algérienne et qui ont aussi ces souvenirs en commun. Alors, on parle de vous, on va encore parler de vous longtemps, puisque on va évoquer votre parcours. Vous êtes venu en Algérie dans un contexte particulier, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pratiquement comme punition qu'on vous a envoyé ici en Algérie. Effectivement. Parce que vous étiez dans le mouvement. Oui. Déjà, avant de partir au service militaire, j'étais engagé dans la lutte anticolonialiste. Et ça, c'était impardonnable pour le gouvernement de l'époque, qui m'a envoyé directement sur le terrain en Algérie, en civil, dès le premier jour. Et là, j'ai rejoint une unité qui est devenue dès lors célèbre. C'est le 7e régiment de tirailleurs algériens, dont l'épopée est retracée précisément dans le film Indigène actuellement sur les écrans. Et grande a été ma surprise lorsque, en allant voir ce film au cinéma à Paris, j'ai vu précisément que c'était de mon régiment dont il était question. C'était tout à fait émouvant pour moi, parce qu'il s'agissait d'une période que je n'avais pas connue, celle de la Deuxième Guerre mondiale, que les anciens du 7e RTA m'avaient raconté, avec toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors du débarquement en France, et en particulier au moment de la campagne des Vosges durant l'hiver 44-45, qui a été absolument terrible. Et il faut rendre hommage au réalisateur Rachid Bouchareb d'avoir réalisé ce film, qui a eu un impact politique considérable en France. On en a parlé juste avant, comme vous avez pu le voir aussi. Oui, effectivement. C'est la première fois qu'un film en France a un impact politique aussi important, qui va jusqu'à déclencher la revalorisation des pensions de tous les anciens combattants qui ont donné leur vie et qui se sont sacrifiés pour la libération de la France. Tout à fait. Alors voilà, vous avez retrouvé le 7e régiment et vous avez été imprégné de la culture et aussi du vécu des Algériens, des Aurès. Parce que si j'ai beaucoup pleuré lorsqu'on m'a envoyé directement sur le terrain en Algérie, cette angoisse s'est transformée en une expérience humaine formidable, puisque j'ai été au contact direct avec mes camarades musulmans qui m'ont fait découvrir leur civilisation et aimer leur pays, auquel je reste attaché profondément plus de 40 ans après. Tout à fait. Et il y a des souvenirs comme ça que vous retrouvez encore aujourd'hui, avec des senteurs aussi, à travers les photos que vous avez réunies dans ce livre. D'ailleurs, on va les voir tout au long de notre parcours ici et sur ce plateau. Donc on va en voir quelques-unes dans un petit moment. Des photos on vous voit vous aussi dans votre tenue militaire. On vous voit aussi, on voit des paysages, beaucoup de paysages de nature. Oui, de cette magnifique région des Aurès, où j'ai gardé beaucoup de contacts dans les villages où je suis passé, et je m'honore particulièrement d'être l'ami aujourd'hui de Ziza Mahamar, qui est le frère de Ziza Massika, une shaïda qui a donné sa vie pour l'indépendance de l'Algérie, et dont beaucoup de monuments et d'établissements publics portent son nom aujourd'hui. Des souvenirs comme ça qui aujourd'hui, puisque vous êtes en Algérie, c'est encore plus fort? Ah, effectivement, chaque fois que je viens en Algérie,
c'est une grande émotion pour moi et un plaisir sans cesse renouvelé parce que c'est rattaché à des souvenirs et à toute une série de scènes de vie que je porte toujours dans mon cœur. Voilà. Alors vous avez réuni ces photos justement sous un format un petit peu spécial. Comment est-ce qu'elles n'ont pas pris une ride? Ah oui, elles sont d'une netteté extraordinaire et effectivement. d'une qualité aussi. Oui, oui, oui. Et pourtant, c'était les premières photographies en couleur Oui. réalisées grâce aux diapositives Kodachrome dans un format 24-36. Oui. Et c'est en numérisant ces photos et en les rapprochant des textes que j'ai écrits que l'idée m'est venue de faire ce livre que j'ai réalisé avec un jeune ami algérien précisément, On allait le citer justement. Jamel Aïdiana, qui est directeur des éditions Archange. Tout à fait. Et j'aurai le plaisir de dédicacer ce livre cet après-midi au Salon du Livre d'Alger, sur le stand de MFM Édition, près du Café Littéraire, à partir de 15h. Le rendez-vous est pris. Alors, Voilà. vous avez aussi, par la même occasion, fait des recherches et vous avez trouvé un ouvrage très, très ancien que vous avez décidé d'éditer ici en Algérie. C'est-à-dire, vous faites le chemin inverse, alors que d'autres partent vers des éditions étrangères. Vous venez ici en Algérie à la recherche d'éditions. Effectivement, on a retrouvé l'Olivier de Makouda. C'est un livre écrit par Christian Buono, qui est le beau-frère de Maurice Audin, un pied noir qui a vécu longtemps en Algérie, où il était instituteur. Il a formé des générations et des générations de jeunes Algériens qui gardent de lui un souvenir extraordinaire. Et c'est pour lui rendre hommage que nous allons rééditer ce livre, l'Olivier de Makouda, qui est à la fois un livre de souvenirs de son expérience d'instituteur sur le terrain en Algérie et de militant anticolonialiste, car il a été emprisonné durant de longues années à la prison de Barberousse, dans la même cellule que Henri Alleg. Voilà, des souvenirs. Oui. Et ça aussi, encore une fois, c'est un plus pour l'histoire commune entre l'Algérie et la France. Là, on va essayer de commenter quelques-unes de ces photographies. Ah oui, alors Allez-y. je veux bien qu'on s'arrête sur celle-là, Oui, qui est une très belle photo, oui. qui m'a permis de retrouver un ami de Merouana qui a reconnu sur Internet sa grand-mère et son frère, n'est-ce pas? Ils sont à droite sur cette photo. Oui. Sa grand-mère est malheureusement aujourd'hui décédée et son frère est instituteur à Merouana. Il doit avoir autour de 53 ans. Et ça, c'est magnifique. Donc, on peut retrouver vos photographies sur Internet, Oui. sur un site Internet. Sur le www. site du comité de groupe Soc Presse, qui est presse-comité.org. Très bien. Voilà. www.presse-comité.org. Parfait. Tiré du 6. Le Oh. tiré du 6. Voilà. Voilà, le tiré du 6, pour ne pas se tromper. Alors, ce sont des photos qui vous ont aussi interpellé, parce que vous deviez en avoir beaucoup, mais vous avez fait un choix probablement. Oui, la plupart sont dans le livre quand même, parce que effectivement, je n'ai pu me procurer un appareil photo assez perfectionné que dans la dernière partie de mon service militaire. Donc on a mis la quasi-totalité des photos que j'ai prises. Et comment est-ce qu'un militaire français, qui débarque dans un pays étranger, l'Algérie, qui vit avec des Algériens, arrive à créer des liens, à avoir des Ça, sentiments avec... c'est sans doute dû à mon esprit de curiosité pour tout ce qui est différent de moi. Et effectivement, je suis resté longtemps, n'est-ce pas, en Algérie, 2 ans et demi, plus de 27 mois. Et En pleine guerre. j'ai découvert cette civilisation extraordinaire que je connaissais mal, la civilisation musulmane, car dans mon régiment, il y avait 80% de musulmans avec moi, n'est-ce pas, avec qui j'ai fraternisé et créé des liens indissolubles. La preuve en est, c'est que
je suis toujours en contact, non seulement avec la famille de Ziza Ali, qui était une famille de combattants engagés dans les rangs du FLN aujourd'hui, mais aussi avec la famille de Tahrir Rabah, qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale, la campagne d'Indochine, et qui était comme mon père dans cette unité, et qui m'a protégé durant toute cette période, ce qui m'a valu d'être aujourd'hui encore vivant pour témoigner précisément. Tout à fait. Alors vous dites dans votre livre, vous dites c'est juste ni arabe ni berbère, mais cependant profondément algérien, qui, au nom de l'égalité et de la fraternité de tous les hommes, de leur droit égal à la dignité et à la vie, avait pris la place parmi les résistants. Oui, effectivement. Alors, c'est tout résumé. Je parle aussi de ces Algériens de souche européenne qui se sont engagés aux côtés des militants algériens, et aujourd'hui ils sont l'honneur de la France. L'honneur de l'Algérie aussi. L'honneur de la France et de l'Algérie, en ce sens qu'ils reflètent l'esprit des philosophes du siècle des Lumières, comme Montesquieu, Diderot et tous les autres, qui ont été parmi les premiers à se dresser contre toutes les formes d'injustice. Tout à fait. Alors à travers cet ouvrage, on trouve des souvenirs, des mots, des photos, mais aussi cette partie que vous consacrez à ces Algériens d'origine européenne, comme vous le dites, Fernand Yveton, Maurice Audin, France Fanon, Henri Maillot, oui. Qui sont de véritables héros et qui ont donné leur vie pour la cause algérienne. C'est juste et nécessaire de rappeler leurs souvenirs aujourd'hui. Voilà. Raymond Péchard aussi. Aussi, oui. Bien sûr, qui connaissait Ziza Massika. Tout à fait. Oui. Eh bien, nous, on a un reportage qu'on lui a consacré à travers notre émission déjà. On lui a déjà rendu hommage à travers cette émission Bonjour d'Algérie. Et aujourd'hui, puisque vous êtes là et que vous êtes parmi nous, vous avez déjà cité le nom de Raymond Péchard à travers cet ouvrage. On vous propose de découvrir avec nous ce reportage, un portrait de Raymond Péchard réalisé par Lamia Bedbouda. Jamila Bouhired, Ourida Meddad, Malika Gaïed, Raymond Marie Péchard. Oui, cette Algéroise tombée au champ d'honneur en 1957 est tout un symbole, un véritable hymne à la liberté et à l'émancipation. Dans le milieu syndical, Raymond Marie Péchard, dont le père était un cheminot, a adhéré depuis son jeune âge au Parti communiste algérien. Première réaction de l'administration coloniale, entamer une véritable chasse à l'homme et traquer cette militante à Constantine où elle a milité à l'Union des femmes algériennes. L'une de ces militantes de cette organisation, Lucette Hadjali, témoigne de la noblesse du combat libérateur mené par Raymond Péchard. Nous étions dans la même organisation féminine qui s'appelait l'Union des femmes d'Algérie. Moi, j'étais une des responsables nationales et elle était responsable dans le Constantinois, dans Constantine, pour tout le Constantinois, toute la région constantinoise. Et donc, elle ne venait à Alger que quand nous faisions des réunions des responsables départementales. À l'époque, c'était les départements français, bien entendu. Et donc, elle venait à Alger pour ces réunions. C'était, notre organisation, c'était une organisation féminine qui rassemblait à la fois des Européennes, des Algériennes d'origine européenne et des Algériennes musulmanes. Et nous étions une organisation, une association anticolonialiste. Nous luttions contre les méfaits du colonialisme. Voilà. Et donc, elle venait, et c'était une fille extrêmement dynamique, très, très motivée, maintenant, puisque c'est un terme à la mode actuellement, très motivée, très engagée dans le combat politique. Elle était communiste aussi, et donc elle participait à toutes nos actions dans cette période-là. C'est ici, au 24 rue La Végerie, à Boulourine, où naquit Raymond Péchard le 15 septembre 1927, dans un quartier où vivait la minorité européenne.
Son cœur battait pour cette Algérie éternelle, loin des clichés et stéréotypes de colonies et autres comptoirs de commerce. Au commencement furent les opérations contre l'occupant français. Son nom faisait la une des journaux de l'époque. Après, je suis rentrée dans la clandestinité au moment du déclenchement de la guerre. Et donc, je l'ai perdu de vue complètement. Et puis, ce n'est que par les journaux que j'ai appris le fait qu'elle avait déposé une bombe au Milk Bar, qu'elle était recherchée, qu'elle était montée au matin ensuite. Raymond Péchard, ou Tawes comme l'a surnommé ses frères au maquis, était une moudjahida éprise de paix et de liberté. Mitraillette en sautoir, elle fut chargée par le colonel Amirouche d'entamer une mission en Tunisie. Et c'est à Medjana, dans le massif des Babours, qu'elle rendra l'âme, un 26 novembre 1957. Après d'intenses combats, elle est morte les armes à la main. La moudjahida Nafissa Hamoud, Mziane Mustafa et Daniel Mine ont été arrêtés. Raymond Péchard, Henri Maillot, Maurice Audin, Fernand Yveton et d'autres Français sont morts au pied de l'autel de la liberté. L'Algérie éternelle reconnaîtra le martyre de cette belle sainte génoise, annonciatrice d'un été fertile et fécond. Voilà, donc on a pu voir ce reportage de Raymond Péchard où là aussi c'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Très émouvant, bien sûr. Alors tous ces Français qui ont allié la cause algérienne, qui ont décidé de changer, pas de camp, mais plutôt d'être vers la vérité, d'aller vers la vérité et la raison. Oui, alors il faut préciser que beaucoup de ces militants se revendiquent et se réclament comme profondément algériens. Ils étaient algériens, engagés aux côtés des autres Algériens dans le combat pour l'indépendance. Et il faut souligner que c'est le mérite aussi du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, d'avoir inauguré lors du 40e anniversaire de l'indépendance ce monument qui leur rend hommage et qui est situé à Alger, près du bastion 23. On vous a vu photographier voilà. À côté de la stèle. Effectivement. Elle a été inaugurée un 5 juillet 2002. 2004. 2004 2004. Oui, 2002. Oui, puisque l'indépendance, c'était 1962. Oui. Ça fait donc 4 ans, le temps défile vite. Et j'ai rapproché cet événement de l'inauguration qui avait été faite quelques mois auparavant par Bertrand Delanoë sur le pont Saint-Michel, où il a installé une stèle qui rend hommage aux centaines d'Algériens qui ont été massacrés lors de la tragique manifestation du 17 octobre 1961. Voilà. J'ai rapproché ces deux événements et c'est peut-être l'étincelle qui a donné naissance à ce livre. C'est cette étincelle qui a donné naissance, qui a fait que vous ayez décidé de réunir ces photographies et aussi d'écrire, parce que vous avez beaucoup écrit. C'est des mots très touchants que vous mettez sur papier à travers ces photographies aussi. Oui, c'est à partir d'articles que j'ai signés pour la presse algérienne et que j'ai rassemblés et qui servent de corpus à ce livre et aussi de légende pour les photos. C'est une présentation assez nouvelle, résolument moderne. On l'a voulu comme ça parce qu'elle a été réalisée par un jeune éditeur, comme je disais, Jamel Aïdiana, des éditions Archange, ce qui prouve bien qu'en Algérie aussi, il existe de nombreux talents dans tous les domaines. Tout à fait. Alors, on a parlé tout à l'heure de votre voyage à Biskra, à Timimoun. Oui. Et est-ce que vous êtes retourné à Batna, à Ain Touta plus particulièrement? Oui, alors, effectivement, je suis allé dans cette région que je connaissais bien. Je suis allé à Batna, à Ain Touta,
mais pas encore à Merouana, où pourtant j'ai de nombreux amis, parce que Merouana est un village un peu enclavé dans les Aurès. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je sais que le projet existe et j'espère bien m'y rendre un jour, car comme vous le savez, dans la vie, tout finit par arriver. La preuve, n'est-ce pas? La preuve, vous êtes ici parmi Oui. nous, aujourd'hui sur ce plateau. C'est vrai. Et vous allez signer votre livre cet après-midi. Oui, Voilà. oui, au salon Alors, du- on parle de souvenirs. Vous êtes là pour nous en donner quelques moments, quelques dates aussi. Vous l'avez fait à travers ce livre, mais aujourd'hui, vous êtes réunis avec nous, vous êtes sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de Betna? Des souvenirs, des senteurs? Ah oui, j'ai une anecdote très précise qui montre à quel point l'indépendance a été un immense progrès aussi pour l'Algérie. C'est que la villa où étaient les services du Major, les services administratifs du 2e bataillon du 7e RTA, aujourd'hui, c'est devenu un dispensaire. C'est le centre de protection maternelle et infantile de la ville d'Aïn Touta. Ça montre tout le chemin qui a été parcouru, n'est-ce pas, depuis l'indépendance. C'est vrai, Oui. tout à fait. Et par ailleurs, l'autre chose qui touche aussi mon cœur, c'est que j'ai retrouvé des gens, des amis anciens et nouveaux que je me suis fait dans tous ces villages où j'ai séjourné. Parce que comme vous avez pu le remarquer dans mon livre, je n'ai pas photographié la guerre, mais j'ai photographié les Algériens, Oui. Les paysages, les les- Algériens. les Algériens en particulier, dans tout ce qu'ils ont d'émouvant et de culturellement attachant. Alors, vous avez pris quelques photos de vous avec votre régiment, quelques photos de vous avec votre tenue militaire. Le moins possible. Le moins possible pour essayer de rester dans le contexte paysage. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ça m'a amené à rectifier une erreur que j'ai relevée dans le film de Rachid Bouchareb, Indigène. C'est que l'uniforme des tirailleurs algériens n'est pas celui qui est montré dans le film où ils sont totalement habillés en kaki, mais les tirailleurs algériens avaient un calot bleu ciel et jaune. Or, ça c'est un détail qui a échappé au réalisateur. Dans le film, il les présente habillés tout en kaki. Comme vous l'êtes dans ces photographies que vous avez montrées. Oui, Voilà, vous êtes habillés. quelques-unes. Quelques-unes. Alors, c'est vrai que la population, vous êtes allé la voir, c'était une population jeune, moins jeune, et en même temps innocente, qui voulait travailler, vivre tout simplement. Et il y a eu le débarquement, il y a eu ces militaires français. Alors, c'est vrai que c'est un rapport un peu différent, difficile à comprendre. Oui, pour moi, ça n'a pas fait de problème du tout, Quand on car est- j'étais déjà convaincu de la nécessité de l'indépendance de l'Algérie avant de débarquer sur le territoire algérien, et ma présence sur le terrain n'a fait que renforcer cette conviction. Et quand mon regard se tournait vers le sommet des Djebel, c'était pour admirer le courage héroïque des combattants algériens qui ont tenu tête à l'une des plus puissantes armées du monde. Ce qui est quand même un fait assez exceptionnel qu'il faut souligner encore aujourd'hui, car au départ de la lutte d'indépendance, ils étaient quelques-uns avec des chances infimes de pouvoir l'emporter, et ils ont quand même gagné. Oui. Alors c'est vrai que vous avez pris parti, vous avez épousé la cause algérienne, et sans trop de mal. Ah non, parce Ça a que été dur. c'était une profonde conviction chez moi, et j'ai pas eu à faire de retournement sur moi-même. Les regards des autres, les regards des autres compagnons, Ah oui, des Français comme vous. j'arrivais à faire passer mes idées, et beaucoup de jeunes appelés partageaient des sentiments voisins des miens, s'ils ne les épousaient pas totalement. Évidemment, il en allait tout à fait différemment pour les militaires de carrière. C'était
plus autre dur. affaire. C'est une autre affaire, oui. Il y a bien sûr eu par la suite beaucoup de livres qui ont été édités sur ce sujet-là. Alors, Oui. quels sont les souvenirs, les photographies qui vous ont le plus marqué peut-être à travers ce livre? Oui, il y a celle de cette famille Oui. des Aurès en costume local que nous avons Vu et tout commenté. à l'heure et commenté, qui m'a permis de retrouver un ami de Merouana, Abdelhak Ben Zaïd, n'est-ce pas, avec lequel je suis en rapport constant et qui fait un travail d'historien précisément aujourd'hui sur toute la région du Bélesma. Donc nous avons des rapports constants où nous échangeons des informations. Il en vient au jour encore aujourd'hui Oui. et ça lui permet d'avancer dans son travail d'écriture sur l'histoire de sa région. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on va tout de suite voir l'adresse, le site internet, où est-ce qu'on peut aussi découvrir vos photographies, www.presse-comité.org. Là, on peut aussi vous adresser. On verra non seulement mes images d'Algérie, mais aussi toute mon action militante comme secrétaire du comité d'entreprise du journal où je travaillais, et aujourd'hui secrétaire du comité du groupe de la Soc Presse, où l'ensemble des articles engagés, des articles syndicaux que j'ai écrits, se retrouvent aussi sur ce site, accompagnés de nombreuses images d'ailleurs. Tout à fait. Et même peut-être les personnes qui se reconnaîtront à travers ces photographies pourront aussi vous écrire. Ça va tisser encore plus de liens. Oui, oui, effectivement, dans ce livre, il y a une photo de jeunes enfants qui est prise le jour de la fête de l'Aïd et quelle n'a pas été ma surprise. Voilà, c'est celle-là, quelle n'a pas été ma surprise lorsque le député de Batna a reconnu sa femme sur cette photo lorsqu'elle avait 3 ou 4 ans. Alors, c'est pas celle qu'on voit, mais c'est plutôt l'autre. Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. D'accord. C'est un jour de l'Aïd à Merouana. Et il y a l'une de ses fillettes qui est aujourd'hui Madame Labassi, la femme de Monsieur Labassi qui a été député de Batna. D'accord. Ben voilà, tout le monde se retrouve et se reconnaît à travers ce livre que nous aurons aussi l'occasion de voir et de retrouver à travers le Salon du Livre cet après-midi avec cette vente dédicace. Absolument. Et vous y serez bien sûr pour signer et aussi dialoguer avec les uns et les autres. Ça va de soi. C'est sûr. Et parce que c'est toujours un plaisir immense pour moi de pouvoir rencontrer les Algériens, aller au-devant d'eux et de parler avec eux. Alors, on peut aussi saluer, heureusement que vous avez eu un appareil photo. Oui, effectivement. La chance d'avoir cet appareil photo. C'était un Focasport que j'ai pu me procurer seulement lors des derniers mois que j'ai passé en Algérie. J'aurais aimé l'avoir plus tôt, mais c'était une question de moyens. Et j'en ai fait un usage que je ne soupçonnais pas qu'il déboucherait sur ce livre un jour. C'est vrai. Ça fait partie des hasards. Il n'existe plus l'appareil photo? Si, je l'ai toujours. C'est une relique alors? Absolument. Et je l'ai amené avec moi dans le dernier déplacement que j'ai fait à Biskra. Et je me suis aperçu que je n'avais plus la même pratique parce que des photos ont été réussies et d'autres moins. Oui, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des appareils automatiques, alors que celui-là était complètement manuel, il fallait faire tous les réglages à la main. Mais les photos sont belles, donc c'est pas trop grave qu'ils soient techniquement différents. Oui, absolument. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Fagnoni, d'être venu spécialement sur notre plateau pour nous parler de ce livre. Un dernier mot peut-être pour vous? Seulement pour vous remercier profondément de m'avoir invité à cette émission ce matin. Merci à vous, Amel.
Au fil des pages, le rayon des livres au quotidien avec Djilali Benchir. Tout finit par arriver dans une vie d'homme. C'est cette conviction profonde, chevillée aux tripes, qui a permis à René Fagnoni de retrouver le chemin de l'Algérie. 45 ans après, en 2001, l'incontournable secrétaire général de la société de presse Le Figaro accepte une invitation au Festival international de la jeunesse. Dès l'atterrissage, il est assailli par une bouffée de souvenirs, couleurs et senteurs de ce pays où il a mis les pieds pour la première fois en 1957. C'est contraint et forcé que le jeune homme avait dû rejoindre le 7e régiment de tirailleurs algériens où il a passé 27 mois. Le jeune Français n'avait aucune envie d'aller guerroyer contre des maquisards qui se battaient pour ses propres valeurs, justice et liberté.
Mais il lui a bien fallu vivre ses 20 ans dans les Aurès. Par chance, il n'est pas affecté à une unité combattante. Il en profite alors pour nouer des fils humains inamovibles dont il a fixé la trace sur des photos. Ce trésor en images, il vient de le publier dans un ouvrage qu'il a intitulé « Recueil de poésie visuelle et autres senteurs ». Une synthèse entre l'album et le carnet intime, édité chez Archange, une jeune et dynamique maison d'édition algéroise. Page 44, René Fagnoni y raconte ses liens fraternels noués au fil des mois dans ce contexte pourtant hostile, où chaque sourire, chaque main tendue trouvait un écho et une dimension autrement plus importante que dans la grisaille de la routine quotidienne de nos villes. Dans cette patrie des fils de la Toussaint, raconte encore René Fagnoni, ce fut la découverte d'un monde envoûtant et surtout la compassion et l'attachement pour les plus humbles et les plus démunis. On retrouve ainsi intacte la verve engagée du citoyen du monde et du syndicaliste ouvert au sort des déshérités. Une générosité qui déborde des premiers clichés en couleur, des images montrant par exemple des enfants hilars dans leur gondoura élimée. Cependant, leur chéchilla rouge illumine leur sourire, tel un soleil resplendissant. Plus loin, des fillettes accroupies devant une porte grise, un cahier à la main. Il y a aussi de magnifiques paysages rustiques avec ce paysan suspendu entre ciel et terre et bichonnant un amandier en fleurs. Si René Fagnoni admirait secrètement le maquisard algérien, ce Rajul Ounous, comme il le dit, son cœur se serre quand il évoque ces rares Français qui ont pris fait et cause pour la cause indépendantiste. Des hommes tombés, parfois les armes à la main, assumant jusqu'au bout le courage de leur idéal. Il y a l'aspirant Maillot, tué dans le massif de Loire-Nice alors qu'il convoyait une cargaison d'armes pour les Moudjahidines. Il y a aussi le biscrit Maurice Laban, l'universitaire Maurice Audin ou le guillotiné Fernand Yveton. C'est juste, dit-il, ni arabe ni berbère, mais cependant profondément algérien, avait pris place parmi les résistants. Certes, sans doute grâce à sa ténacité, une stèle honore désormais la mémoire de ces justes en face du musée Bastion 23 près du front de mer d'Alger. Une plaque c'est bien, mais ce serait mieux si par exemple les manuels d'histoire donnaient à ces vaillants oubliés leur place auprès de leurs frères nommés Ben Mhidi, Didouche Morad ou Hassiba Ben Bouali. C'est tout ce que souhaite cet homme de France dont le cœur vibre toujours avec la même ferveur pour l'Algérie. Cela s'appelle Chronique des Aurès, René Fagnoni, Archange Édition. C'était au fil des pages, la chronique des livres avec Djilali Belcher. Le secrétaire général du SDCP Presse, Le Figaro à Paris. Notre ami René Fagnoni, secrétaire général. Bonjour. Tout d'abord, laissez-moi vous dire l'émotion profonde que j'ai de me trouver dans cette ville de Batna, où j'espérais revenir depuis bien des années, dans cette capitale des Aurès, patrie des fils de la Toussaint. En effet, après une longue histoire tumultueuse et souvent dramatique, aujourd'hui entre l'Algérie et la France, c'est une affaire d'affection et de passion, du fait des liens que le passé a tissés entre nos deux pays par des souvenirs d'épreuves et de douleurs. Il nous faut renouer le fil du dialogue sur ce qui, pendant trop longtemps, n'a pas été exprimé, afin de reprendre ensemble l'histoire en marche. Des premiers pas viennent d'être effectués dans ce sens. Ainsi, au mois de juillet dernier, à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a inauguré à Alger une stèle rendant hommage à ces Français qui ont combattu aux côtés des Algériens lors de la guerre de libération. Ce monument réhabilite la mémoire de ces oubliés d'histoire, véritables héros et acteurs primordiaux de la révolution algérienne. C'est un geste politique et symbolique important qui rappelle le souvenir de ces justes Français, peu nombreux,
mais qui ont fait preuve d'un immense courage. Ils représentent aujourd'hui l'honneur de la France, de cette France, patrie des droits de l'homme, terre de liberté, mère des révolutions et des valeurs du siècle des Lumières. Grâce à eux, l'image de la France dans le monde ne perdit pas tout à fait de son éclat au cours de cette guerre abominable. Ils sont des exemples pour notre époque qui manque cruellement de héros. Cette stèle leur rend justice et fait écho à la plaque dévoilée par Bertrand Delanoë, maire de Paris, en octobre 2001, sur le pont Saint-Michel, rappelant le souvenir des Algériens massacrés lors de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. C'est pourquoi on ne peut s'empêcher d'évoquer la mémoire de tous ces Français engagés aux côtés des combattants algériens qui furent bien plus que les 121 du fameux manifeste signé avec Jean-Paul Sartre. Leur attitude courageuse témoigne de ce pourquoi tant d'hommes et de femmes, philosophes de renom ou citoyens de base, ont témoigné au péril de leur vie. Ce sont des disciples de Montesquieu, de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, ces jeunes Français qui, d'une façon ou d'une autre, ont dit non à une guerre injuste. Il faut rappeler entre autres les grandes figures du docteur Pierre Chollet, de André Mandouze, Fernand Yveton, Maurice Audin, Henri Allen et Maurice Laban, originaire de Biskra, qui rejoint le maquis et sera tué les armes à la main en même temps que l'aspirant Maillot. Et tous les autres, ces anonymes de l'histoire, dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Les femmes aussi, héroïnes de la guerre d'indépendance, tels les destins entrecroisés et tragiques de ces deux jeunes femmes dont le nom reste attaché à cette région des Aurès. L'une, algérienne, native de Merouana, Ziza Massika, combattante intrépide et infirmière de l'ALN, tuée à 25 ans lors d'un bombardement à Kolo, en Petite Kabylie, en septembre 1959, près de l'hôpital dont elle était responsable. L'autre, française et algéroise, Raymond Péchard, arrêté au cours de l'été 1959, non loin de Batna, dans le secteur de Ras El Ayoun, Mechta Khelia, au pied du Djebel Boutaleb, où elle fut torturée. Toutes deux se connaissaient, car elles étaient infirmières de l'ALN et symbolisent, comme dans une tragédie antique, le combat de celles et de ceux qui sacrifièrent tout à leur idéal de justice et de liberté. Vous qui connaissez votre sœur mieux que quiconque, parlez-nous un petit peu de Massika Ziza. Massika Ziza, c'est une jeune fille algérienne de souche qui a fait ses études en français. Elle est née le 8 janvier 1934 dans un petit village des Aurès qu'on appelait à l'époque Corneille et qui s'appelle maintenant Merouana, dans la wilaya de Batna. Elle a fait ses études jusqu'au baccalauréat. Elle a eu sa première partie en 1953. D'accord. Elle a fait une demande, elle a été nommée institutrice à Merouana. Elle a enseigné jusqu'au 16 janvier 1956. Au 16 janvier 1956, elle a pris le maquis en wilaya 2, dans la région de Kolo. D'accord. Justement, notre collègue Lamia Bedbouda s'est rendue sur place, donc à sa ville natale, à Merouana, plus exactement à Batna, pour lui faire un reportage. Et on va le suivre. Et je vous invite avec nous, Monsieur Ma'ammar, à suivre avec nous donc ce reportage qui a été réalisé par Lamia Bedbouda. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. C'est ici, sur cette terre glorieuse des Aurès, qu'est née une héroïne nommée Sekina Ziza, un 28 janvier 1934, connue sous le nom de Massika aussi. Après l'école primaire, son père Ali l'inscrit au lycée de jeunes filles de Sétif. Là-bas, elle rencontrera Maryam Bouatoura,
Ensuite, prise sous l'aile de son frère aîné Ayesh, elle décrocha le bac français en 1954. Et signe du destin, pendant les vacances, elle fut recrutée à l'hôpital civil de Marouana. Durant la rentrée scolaire 1954-55, elle entama une carrière d'institutrice. C'est là qu'elle gagna l'estime des villageois. جيت تعطينا الحلاوه جيت تعطينا الحلوه جيت تلعب معنا تقرينا لي شارمونت لي سيمباتيك حنينه كريمه كانت عندها غيره على الوطن نعم ما في الطريق تنعتنا واحد مثلا يغلط في الكلمه بالفرنسي ما تقوليش هكذا قول هكذا او كيفاش تقرا وكلش. Une semaine avant son départ au maquis, son frère Ma'ammar découvre dans cette maison et au sein même de cette cour des affaires lui appartenant. نشفى عليها والله كي نهار اليوم هذاك الباب نتاع الحوش يمد مع الجيران وهذه اللي هنا السطحه نتاع سيمون ومنها حوش نتاع تراب هي غرست هذه وكانت شجره نتاع مشماش اللي هي توفون وهذا منا كان حنا نسميوه نقولوا له الكوري ونديروا لي ريزيرف دو بوا بور ليفير. هذه سيتي سون دومين ريزيرفي. دخلت النهار على لامبروفيست جيت نحوس في وسط الحطب شفت الحطب محرك قلت يا كالك شوز هزيت نلقى ان توني ميليتير ان شابو دو بروس كيفاش يسميوهم نتاع لي بوت باتوغا اي ان ريفولفير افيك سون اتوي لقيتهم محطوطين للثم وهي جات خارجه من هي من الباب هذاك نتاع البيت نتاعها تعيط معمر الشي اللي خطيك غير اللي عييك نتوش ريان. قلت انا ماني ندير والو شي راني نعدل في الحطب نسقم في الحطب وراح من هذيك 3 jours ولا 4 jours après elle a disparu. Massika était responsable d'un hôpital dans le Djbel de Kolo. Alors qu'elle soignait les blessés, un piper l'a atteinte par un éclat qui la tua. Et elle avait 18 malades des جنود blessés وكانت معها une infirmière. هذاك النهار elle devait leur préparer هما جواه القل يقولوا لها القرصه سميد يديروا فيه ولاد الدجاج والحليب ويقليوه ويطفيوه في العسل. قال لهم الجنود قال له ماسيكا راح دير لنا القرصه يا لي ديسوندو يا دي سيفيل عايشين في الجبل. هودت عند وحده قالوا لها خالتي مسعوده من لا فامي رحت ليها وشفتها وصلت ليها بعد بوعبسه من لا فامي بوعبسه رحت ليها قالت لهم نجيب العسل ونجي واتونسيون تعودوا تشعلوا النار باسكو il y avait un piper un avion de reconnaissance français qui tournait عندكم تشعلوا النار. هودت لهذيك خالتي مسعوده قالت لي انا واقفه معاها العجوز قالت لي انا واقفه معاها نوجد لها في العسل باش تطلعوا. قالت لي وهي هزت راسها شافت الدخان طالع من الغابه قالت لها خالتي طيشت العسل في الارض قالت لها خالتي اليوم الخلا اليوم نهار خلا وطلعت تجري لو طون داريفي لحقوا دو زافيون. لا في ايفاكيو لي بليسي نتاعها اللي كانوا عندها في السبيطار في داخل لا بياس وهي السوانيي ان جندي كي افي بيردو ان دوا لا موتي اون فالانج دان دوا يقولوا له سي رابح بوغمزه il est toujours vivant à Kolo. Elle était en train de le soigner. شافت مع هذوك الجماعه قالت لهم الجماعه خرجوا للطرانشي نموتوا في 2 خير من نموتوا في 7. والداويه اللي تي اون تران دو سواني رابح بوغمزه يوم ميم طون لو بوسي فير لا بورت تداوي فيه وتمشي معاه باب الباب وين كاينين لا ترانشي. هذا يحكي هذا رابح بوغمزه هو اللي يحكي بعد اون بيرسون قال لك الطياره اللي تي جوست راح ضربت الدوره سور لا بريسكيل دو كولو على البحر وجات اللي تي جوست اون فاس دو قال لك هكذا فوقنا نشوفوا في البيلوت نتاعها قالوا هي دمرتني دزات ولا لا ترانشي كملت له البونسمون دزاتو لا طرانشي ولا تجري لا طابل بور رامني سا ساكوش نتاع لي ميديكامون. في هذيك الوقت بعد اللي ضرب لوبي حكم عليها لنا. Une mort héroïque à Kolo. Il fallait ramener cependant le corps de Massika à Marouana, sur la demande de sa maman, qui voulait qu'elle se repose avec les siens. رحت انا وما حوست عليها قالت لي لازم تجيبها لي انت تدفن قدامي وندفنها انا ونحضر لها انا وكانوا حيين للزوج كي هي كي بابا. رحنا للقل
عند واحد يقولوا له عمر بوعزيز، وتما في القل يقولوا له الروجي. هو اللي دانا ونعتلنا المضرب اللي مات فيه في ولاد عطيه. نعتلنا لي طرانشي وين كانوا يهربوا، ونعتلنا السبيطار نتاعها وين كانت تداوي، ورحنا حفرنا عليها لغا الخدامه نتاع القشر نتاع لايسينال بي اللي يقلعوا القشر الشان لياج من لي زارب لي فوري نتاع الشانيير، الغالهم هما اللي يحفروا عليها. كي لقيناها سبحان الله العظيم مسديين عليها لي راسين نتاع الشجر، مدارين لها انسير كوفاج من فوق ومن تحت، مغطيه لقيناها انتاكت تقول ماتت البارح. مضرب ان سول اندروا ما كانش، وين ضربهاش لي كلان تاع لوبي، لا هاد لابارتي هذه ديترويت. لو تريي كيما كانت، لو بونطالون صباط الباتوغا لا سيميل مديكوليا، هزيناها جاو هذوك الخدامه درنا دي درا من تحت، نحينا هذوك لي راسين درنا درا من تحت ودرا من فوق وهزيناها درناها دون ان سيركي وجبناها. Comme tout un chacun ayant perdu un être cher, Ma'ammar puise la force au plus profond de son cœur pour se rappeler de cette sœur et de cette grande dame qui a marqué l'histoire de l'Algérie. Repose en paix, Massika. Voilà, on revient à vous, Monsieur Ma'ammar Ziza. Donc, votre sœur était très courageuse et d'ailleurs, c'est vous qui aviez découvert dans votre cour, la cour de votre demeure familiale, les chaussures, la tenue militaire qu'elle cachait soigneusement. Exactement, oui. Donc, qu'avez-vous à dire Allez-y. C'était un adjudant des Goumiers qui venait avec sa famille chez nous rendre visite de temps en temps. Il lui ramenait des renseignements, il lui donnait des cartouches, il lui donnait tout. Elle les remettait à des gens qui travaillaient avec le maquis. Et c'est lui qui lui a ramené cette tenue avec un chapeau de brousse, la tenue, les patogas, la tenue militaire et le pistolet. D'accord. Et quelle est la place qu'elle occupe dans la mémoire de sa propre famille et dans la mémoire de tous les Algériens d'une manière générale? Plus spécialement de tous les Algériens, parce que nous, c'est ma sœur. J'en suis fier, c'est vrai, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient à toute l'Algérie, plus spécialement à sa région. C'était une femme de caractère comme on n'en crée plus. Elle avait une force de caractère immense et un cœur en or. Elle adorait les petits garçons, les enfants. D'ailleurs, elle en avait deux qu'elle avait en classe chez elle et elle les prenait sur les bras matin et soir. D'accord. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez une chose à ajouter sur votre sœur, peut-être, Allah yarhamha. Sur elle, non. Rien. Elle n'a fait que son devoir et elle n'a pas pu faire que ce qu'ont fait d'autres. Beaucoup plus qu'elle. Et dont on ne parle pas, malheureusement. Et ils sont des centaines de milliers. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ma'ammar Ziza, d'avoir été avec nous en direct d'Oran pour parler donc d'une grande dame martyre, Massika Ziza, de son vrai nom, donc Sekina. Et tout de suite, nous avons en ligne avec nous, en direct de France, donc Monsieur Fagnoni, Monsieur René Fagnoni, qui a écrit justement un livre, qui est donc auteur Chronique des Aurès, que vous connaissez, je suppose, déjà, avec des illustrations, des écrits. Donc bonjour, Monsieur René Fagnoni. Oui, bonjour à l'Algérie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez pu donc voir que nous avions avec nous en direct d'Oran Monsieur Ma'ammar Ziza, vous qui avez connu la famille, cette grande famille, qui avez connu le père de Ziza Massika. Donc, quelles étaient vos relations avec toute la famille? Oui, effectivement, quand je suis arrivé à Corneille en 1959, j'ai très rapidement fait la connaissance de Ziza Ali, qui était une personnalité dans la ville de Corneille, qui s'appelle aujourd'hui Merouana, car c'était un homme érudit qui travaillait dans un bureau voisin du mien, à la commune mixte de Corneille, et je savais que toute sa famille était engagée dans la lutte pour l'indépendance, ce qui m'a rapproché de lui et m'a permis d'avoir des contacts réguliers pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec lui. Quelques temps après, j'ai été démobilisé, je suis rentré en France, mais en gardant le souvenir de ce monsieur petit par la taille, mais grand par l'esprit.
Aussi, dès que je suis rentré en Algérie dans début des années 2000, je me suis efforcé de me mettre en contact avec ses fils notamment, messieurs Ziza Amar et Ziza Hayesh, qui était lui médecin-colonel de l'ALN. Et après un moment, j'ai fini par les retrouver, l'un à Oran, Ziza Amar, l'autre à Alger, Ziza Hayesh. Et vous l'avez même photographié dans votre livre, et là je profite de l'occasion pour montrer votre photo, donc le père de Ziza Messika. Oui, c'est celui qui porte cette petite chéchia rouge, et c'était un homme de caractère qui a sans doute donné une part de ce caractère particulièrement bien trempé à sa fille Ziza Messika. D'ailleurs, il faut souligner qu'aujourd'hui, l'école de Merouana porte le nom de Ziza Messika, ainsi que plusieurs établissements publics. Et c'est la fille de Mahamar qui m'a donné plusieurs témoignages écrits sur sa tante, où elle retrace sa carrière de moudjahidette, et qui m'a particulièrement frappé, et qui m'a incité à rechercher les membres de sa famille, et ce à quoi je suis parvenu après quelques mois de recherche en Algérie. Et aujourd'hui, je m'honore vraiment d'être l'ami de cette famille de combattants pour la liberté de l'Algérie. Merci beaucoup, monsieur René Fagnoni, d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite et à très bientôt.